Bonjour, bienvenue à la 10e édition du Festival Histoire et Cité pour cette conférence avec Marie Favreau et Jacopo Ada. J'ai quelques petites annonces à vous faire. C'est pas trop mal, mais idéalement s'asseoir le plus au centre possible, c'est idéal au cas où des gens arriveraient en cours de conférence. Oui, le centre. Voilà, le centre, viser le centre toujours. Autre petite annonce, il y aura une séance de signature, de dédicace qui suivra la conférence en espace librairie au rez-de-chaussée du bâtiment. Pour ce qui est du moment de questions en fin de conférence, veuillez s'il vous plaît attendre d'avoir le micro en main proche de votre bouche pour parler. La conférence est filmée et enregistrée, ça pose des problèmes pour l'audio. Et aussi pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, nous sommes Histoire et Cité sur Instagram, on va donc communiquer ça. N'hésitez pas à partager les événements auxquels vous participez si vous les appréciez. Et profitez de cette conférence et à plus tard pour les questions. Problème de place. Les camps des Mongols eux-mêmes étaient extrêmement organisés, placés sous l'autorité des femmes qui s'occupaient des troupeaux et des provisions. Les armées mongoles semblaient entièrement autonomes, ce qui fit forte impression sur les observateurs extérieurs. Les Mongols n'ont pas besoin d'approvisionnement en denrées alimentaires, écrit Ibn al-Athir. Leurs moutons, bovins, chevaux et autres bêtes de somme les accompagnent. Ils consomment leur chair et rien d'autre. Les animaux qu'ils chevauchent creusent la terre avec leurs sabots et mangent les racines des plantes. Ils ne connaissent pas l'orge. Ainsi, lorsqu'ils établissent un camp, ils n'ont besoin de rien venant de l'extérieur. Ils sont autosuffisants. Les témoins de la campagne d'Asie centrale nous informent des incroyables qualités des Mongols, tant de leur sens stratégique et tactique que de leur mobilité, leur discipline et leur capacité d'adaptation aux environnements et aux conditions météorologiques. Chères Mesdames et chers Messieurs, chères étudiantes et chers étudiants, chers collègues, chères participantes à cette édition du festival Histoire et Cité dédié au monde animal, à ses rapports avec les hommes, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence une personnalité d'exception qui nous honore avec sa présence et que je vais être rapide à présenter dans le but de lui laisser le plus de temps de parole possible. Comme chaque fois, on dit qu'on est honoré d'avoir quelqu'un présenter, faire ses présentations, présenter ses travaux, etc. Dans mon cas, c'est un honneur tout particulier parce que Marie Favreau m'a beaucoup inspiré durant ma période de rédaction de ma thèse doctorale. Et il y a certainement au moins un chapitre de ma thèse qui aurait été très différent si je n'avais pas eu accès à un livre que je vais tout à l'heure vous présenter. Du coup, la docteure Marie Favreau est actuellement maître de conférence auprès du département d'histoire de l'Université Paris-Nanterre. Elle est spécialisée dans l'histoire médiévale de l'Empire mongol et du monde musulman. Dès les débuts de sa carrière universitaire, c'est surtout l'Empire mongol qui a fait l'objet de ses recherches, comme en témoigne sa thèse intitulée La Horde d'Or de 1377 à 1502, aux sources d'un siècle sans histoire. Un thème sur lequel elle est d'ailleurs revenue dans ses derniers ouvrages, mais je reviendrai sur cela. De 2005 à 2009, elle est membre scientifique de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, puis a poursuivi sa carrière académique en tant que boursière Fulbright à l'Institut des études avancées de Princeton. Et de 2014 à 2019, comme assistante de recherche à l'Université de Oxford, où elle a contribué au projet européen Empire nomade. Marie Favreau est autrice de nombreux ouvrages sur l'histoire mongole et en particulier sur Gengis Khan, son empire et l'histoire de la Horde d'Or. Parmi ces ouvrages, il y a La Horde d'Or, les héritiers de Gengis Khan de 2014, La Horde d'Or et les sultanats mamelouks, naissance d'une alliance de 2018, La Horde d'Or et l'islamisation des steppes eurasiatiques 2018, La Horde d'Or, les héritiers de Gengis Khan, écrit en 2020, et finalement publié en 2021, The Horde, How the Mongols Changed the World, publié par l'Harvard University Press, qui a été puis publié dans sa version française avec le titre « La Horde, comment les Mongols ont changé le monde », dont je viens de vous lire le passage d'introduction à cette conférence. À la suite de sa publication en anglaise, ce livre a obtenu le Condell Prize, qui est attribué aux ouvrages en prose sur l'histoire mondiale, celle qu'en anglais on appelle la Global History, par l'Association des éditeurs américains.
Et après son apparition en langue française, la Horde a obtenu le Grand Prix des rendez-vous de l'histoire du Festival de Blois 2023, qui est octroyé chaque année par un jury composé de professeurs et d'universitaires spécialistes et qui récompense un ouvrage d'histoire en langue française ayant contribué de façon remarquable au progrès de la recherche historique et ou à sa diffusion, toutes périodes confondues. Aussi, toujours en 2023, ce livre a remporté les prix des libraires Payot 2023 dans la catégorie essai. Du coup, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, sinon que j'ai trouvé dans notre librairie à l'extérieur, enfin dans la librairie qui a été installée à l'extérieur, aussi un autre bouquin dont je n'étais pas au courant de l'existence, qui est Les Mongols et le monde, l'autre visage de l'empire de Gengis Khan. Et en fait, il s'agit ici d'un livre créé à l'occasion d'une exposition qui a eu lieu, si je ne me trompe, à Paris. Cette exposition s'intitulait Gengis Khan, comment les Mongols ont changé le monde, justement, et a été présentée au musée d'histoire de Nantes du 14 octobre 2023 au 5 mai 2024. C'est un livre aussi très beau, très bien détaillé. Et voilà, du coup, je pense que je vais laisser la parole à Marie Favreau. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci infiniment, chers collègues, pour cette très belle présentation. Ouais. Et puis, merci aussi, chères auditrices, chers auditeurs, d'être ici. Voilà, donc ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est effectivement de mes recherches, mais aussi de mes recherches passées, mais aussi de mes recherches en cours, et j'espère du futur de nos recherches avec nos étudiants. Et j'ai vraiment envie de vous parler de choses nouvelles, également, qui ne sont pas dans les ouvrages que j'ai déjà publiés et qui concernent les chevaux plus particulièrement. On verra après un peu tout ce que ça implique quand on travaille comme médiéviste, comme moi, sur l'Empire mongol et donc sur la Mongolie et l'Asie centrale. Alors, je vais commencer par une carte sur laquelle j'ai travaillé avec mes collègues du CNRS français, une carte de l'Empire mongol. Pour deux raisons. D'abord, pour vous présenter cet empire sur son ampleur géographique. J'imagine que certaines ici ne connaissent pas bien cet empire, donc ça, c'est la première chose. Aussi parce que je veux que vous sachiez que tous les outils dont nous avons besoin, nous historiens, quand on travaille sur ces périodes anciennes et sur ces espaces autres que l'Europe, sont en construction. Et c'est pas parce qu'on est historien qu'on ne doit pas faire de cartes, et au contraire, on doit s'impliquer sur ces questions-là. Et c'est à la fois du travail, et puis les cartes aussi, quand vous les trouvez vous-même sur Internet ou sur Wikipédia, sachez que c'est des cartes qui sont toujours imparfaites. Et une carte, c'est comme un ouvrage. Elle doit être en devenir, elle ne doit jamais être considérée comme une réalité terminée. Et j'insiste beaucoup sur cet aspect-là parce qu'on a tendance à penser aux cartes comme quelque chose de scientifique, avec des frontières claires et précises. Sachez qu'à la période de l'Empire mongol, pour chaque jour, presque, j'aurais envie de vous faire changer les frontières, changer les noms, changer les perspectives. Voilà. Alors, celle-ci, elle vous présente l'Empire dans ces différentes modifications militaires, en fait. Donc, est-ce que si je fais ça, on voit ma souris? Non. Donc, il y a plusieurs étapes à la formation de cet empire mongol. Pensez que c'est vraiment un empire du XIIIe siècle, qui s'est constitué au XIIIe siècle. Donc, c'est un empire qui va avoir plusieurs étapes dans sa construction. Il naît dans un espace qui correspond à la Mongolie actuelle, donc au nord-est de l'Asie. Et puis ensuite, il va s'étendre à l'Asie centrale, au nord de la Chine, puis à tout ce qui est Moyen-Orient, puis à ce qu'on appelle aujourd'hui Russie. Et il va couvrir à la fin, dans une dernière étape, à la fin du XIIIe siècle, tout ce qui est la Chine, la Corée également. Donc c'est le plus grand empire contigu qui ait existé en Eurasie. Donc vous en voyez là la dimension. Et le propos que je vais avoir aujourd'hui, c'est pas vraiment celui de la construction coloniale mongole, on peut en parler après dans le temps des questions, mais c'est plutôt dans le lien avec le rapport au cheval. C'est ça qui va m'intéresser. Et c'est aussi le thème de notre festival. Ce qui compte, je pense aussi, et il y a deux points sur lesquels je vais insister. D'abord, on va parler de nomades. Donc, il va falloir que je vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est que ces nomades de l'époque médiévale, qu'est-ce que ça veut dire être nomade.
Ça, c'est une chose. Surtout que c'est des nomades qui ne vont pas se sédentariser, ils ne vont pas s'arrêter pour vivre dans une ville à un moment donné, même s'ils conquièrent des villes, même s'ils construisent des villes. Donc ça, c'est un point important. Et puis l'autre chose aussi qui me semble peut-être à souligner, c'est l'étendue de cet espace, comment on communique dans un empire au XIIIe, XIVe siècle, sans Google et téléphone portable, comment on arrive à faire passer des décisions politiques. Donc ça, c'est un autre point qui va nous intéresser. Voilà, et enfin, finalement, l'autre aspect qui me semble important, si vous avez déjà commencé un petit peu à lire sur l'Empire mongol, ou si c'est quelque chose dont vous avez entendu parler, j'y tiens beaucoup parce que je suis historienne, c'est de vous parler de nos sources sur cet empire et de vous expliquer comment il s'est formé. C'est-à-dire vous expliquer son archéologie, son histoire, vous faire comprendre que cet empire mongol, il arrive à la suite de très nombreux empires qui ont existé avant lui. Ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Et vraiment, avec cette nouvelle génération d'historiens, on essaie d'expliquer que les Mongols n'ont pas surgi sur la scène de l'histoire au XIIIe siècle, non, pas du tout. Avant eux, il y a eu plein d'empires qui avaient déjà expérimenté des techniques administratives très sophistiquées. Et ça, je vais aussi en parler dans le cadre de mon exposé. Alors, d'abord, une des questions qui va nous intéresser, c'est celle donc de la domestication du cheval et des empires nomades bien avant les Mongols. Donc là, en fait, ce que je vous montre là, c'est un travail de dessin fait par des archéologues en Mongolie sur un site qui se trouve dans une province au sud de la Mongolie actuelle, où, en fait, sur une paroi rocheuse, on trouve plein de ce qu'on appelle pétroglyphes. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter, par exemple, les grottes de Lascaux ou d'autres sites où on voit soit des peintures rupestres, soit d'autres formes de pétroglyphes, donc vraiment des gravures dans la roche de la vie. Alors, on peut interpréter ça, il n'y a pas d'écrit, donc on interprète ça de différentes manières, en tout cas de la vie des hommes de l'époque dans leur rapport aux animaux, puisque c'est souvent des animaux qu'on voit représentés. Dans cette grande paroi qui est protégée par l'UNESCO aujourd'hui, on voit en fait à la fois des hommes, des cerfs ou des animaux à cornes qu'on a du plus ou moins de mal à interpréter, parfois un peu mythologiques, j'en reparlerai, des chevaux, des hommes avec des arcs et des flèches. Donc je vous laisse un petit peu regarder. Voilà, je ne vais pas trop vous montrer là, mais je pense que vous devinez un petit peu les différents dessins. Je pense qu'ils sont assez clairs. Et aussi des éléments d'harnachement des chars. Ça, on va en reparler, c'est important. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que cette paroi, elle n'a pas été créée par quelques artistes au premier millénaire avant notre ère. Elle a une très très longue histoire. Sans doute les plus anciennes gravures sur cette paroi dateraient de l'âge du bronze, de peut-être moins 1300 avant notre ère, jusqu'à peut-être moins 800, moins 500. Donc en fait, imaginez que c'est une paroi qui a été réutilisée, comme on appelle pour le papier les palimpsestes, pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur les manuscrits, mais c'est-à-dire vraiment, c'est une paroi qui a une épaisseur temporelle extraordinaire et qui raconte beaucoup de choses du rapport de l'homme à l'animal dans cette région de la steppe et en particulier du rapport de l'homme au cheval. Donc ça va vraiment être ma thématique aujourd'hui. Alors, je suis historienne, donc aussi c'est sur ça que vous pouvez m'interroger, c'est quelles sont vos sources. C'est-à-dire, quand vous parlez, quand vous énoncez des choses, quand vous affirmez des choses, sur quoi vous vous basez, Et ça, c'est ce sur quoi on travaille avec nos étudiants. Ça peut être des sources écrites, ça peut être des sources iconographiques. Donc là, quand on s'intéresse aux chevaux et à leur représentation dans cet espace mongol, dans cet espace de l'Asie du Nord-Est, qu'est-ce qu'on a comme source? On a très peu de sources écrites en réalité, on va en avoir à un moment donné du côté de la Chine, mais principalement on a des sources qui nous viennent de l'archéologie. On va avoir des monuments et surtout des artefacts, c'est-à-dire des objets composés, sophistiqués, composés par les hommes de l'époque. On va avoir des peintures rupestres et des pétroglyphes, c'est ce que je vous ai montré là à l'instant. Certains se comptent par centaines. Là, moi, je vais vraiment me concentrer sur la Mongolie, mais vous en trouverez dans d'autres parties d'Asie centrale. Et donc ça fait partie de nos sources, même à nous, historiens, même si vous pouvez imaginer que ce sont des sources archéologiques au départ. Voilà. Et par ailleurs, sur les plus anciens pétroglyphes, parce que nous, historiens, donc on s'intéresse aux sources, mais on s'intéresse aux dates, toujours. On est très
orientées sur la chronologie, comme vous savez. Les plus anciennes mentions, figurations de chevaux datent d'environ moins 20 000 à moins 15 000 avant notre ère. Et ce sont là, non pas des chevaux domestiqués, par contre, ce sont là des chevaux sauvages qui sont représentés et qui étaient sans doute à l'époque chassés pour la viande, pour manger. Alors, les premiers témoignages de la domestication du cheval dans cet espace de la steppe, c'est vraiment autour de ce qu'on appelle l'âge du bronze. On pourra revenir après dans le temps des questions sur ces dénominations, mais disons que ce serait une période qui irait en gros de moins 3500 à moins 2000 avant notre ère, en fonction des régions. Les nouvelles recherches tentent à montrer à quel point la domestication du cheval a bouleversé les sociétés humaines. C'est vrai que nous, on a appris, peut-être vous, en tout cas moi j'ai appris à l'école que d'abord la découverte du feu, qu'ensuite l'écrit avait bouleversé les sociétés humaines, que l'invention évidemment après de la poudre à canon a permis la formation de l'Empire ottoman moderne, etc., etc. Mais on oublie, et aujourd'hui les chercheurs font travailler là-dessus, et c'est très important, que la domestication du cheval a bouleversé totalement notre rapport au monde et nos constructions sociales. Évidemment, elle a permis, cette domestication, de traverser de longues distances dans des espaces immenses. On va y revenir. Elle a permis de communiquer plus rapidement aussi des informations, mais aussi d'échanger, des biens, de transporter des personnes, de faire passer des technologies d'une région à l'autre. Donc, n'oublions pas aussi toutes ces mobilités autour de la domestication du cheval. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu tout ça à travers ce cadre précis de l'Empire mongol. Enfin, bien sûr, on parlera de la guerre. La guerre, c'est un mot un peu vaste dans lequel on peut mettre différents types de conflits, de rapports sociaux violents. En tout cas, je reviendrai aussi sur le fait d'utiliser le cheval comme un instrument de domination, de montrer son statut social par le fait qu'on a un cheval ou qu'on monte à cheval. Ça, on y reviendra. C'est aussi un élément important. Enfin, également, c'est quelque chose qui est peut-être moins connu, je me rends compte quand je travaille avec mes étudiants, c'est que les hommes n'ont pas commencé par monter à cheval, ils ont commencé par harnacher les chevaux. C'est-à-dire que d'abord, avant de monter à cheval, on a créé des chars, des chariots, on a créé la roue qui allait avec. Et donc, c'est surtout ça qui a d'abord permis de domestiquer, d'utiliser le cheval, bien avant la cavalerie, en fait. Donc là, sur cette image, vous voyez une photo réelle du dessin que je vous ai montré tout à l'heure, de ces pétroglyphes qui se trouvent dans le sud de la Mongolie, où vous voyez là des représentations de chevaux harnachés à des chariots qui datent sans doute, alors pour cette partie-là, peut-être moins 200 ans, moins 300 ans avant notre ère. Alors, autre information qui me semble importante, dont nous allons discuter, c'est l'espace dans lequel ça s'inscrit, cette domestication du cheval. Alors, je ne vais pas statuer sur la question de où ça s'est passé la première fois. D'abord parce que, comme pour les collègues qui travaillent sur l'apparition de l'écrit, honnêtement, je ne pense pas qu'on arrivera un jour à dire ça s'est passé à tel jour, à telle heure, dans tel endroit. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un grand espace que vous voyez là sur cette carte en bleu, qui est la steppe, une steppe qu'on peut appeler eurasiatique ou eurasienne, qui va en gros pratiquement du nord de la Chine, donc de la Mongolie ou de la Mandchourie jusqu'à la Hongrie, qui se prête à des formes d'élevage et qui se prête à ce qu'on appelle le pastoralisme nomade, c'est-à-dire donc c'est une forme d'économie liée à l'élevage, où on se déplace avec les troupeaux. Alors on ne suit pas les troupeaux. On emmène les troupeaux vers les zones qui sont appropriées pour eux en fonction des saisons. C'est un déplacement saisonnier. C'est une forme d'économie qui est documentée grâce à l'archéologie notamment, à partir de l'âge du bronze, peut-être avant, mais qui n'est pas si ancienne que ça. Donc si vous avez dans votre tête un schéma qui est on est d'abord, nous, humains, nomades, et ensuite on devient sédentaire, il faut complètement changer cette vision des choses. Probablement, le nomadisme, le pastoralisme nomade, le fait d'avoir un élevage saisonnier, c'est quelque chose qui est apparu
après des formes de sédentarité. Et c'est quelque chose qui est relativement récent dans l'organisation sociale, économique des sociétés humaines. Alors, quand je dis qu'il y a un déplacement saisonnier, si on peut le résumer de manière assez simple, même s'il y a 1000 manières de se déplacer, on peut en reparler après quand on est nomade, le principe est cohérent. En hiver, il fait froid, il y a du vent, on va vers des régions plus tempérées où il fait plus chaud, on se protège du vent, donc on peut aller dans ces cas-là plus vers le sud quand on est dans la steppe ou dans les vallées. Et puis, quand on est en été, qu'il fait chaud, que les insectes aussi prolifèrent, il ne faut pas oublier cet aspect-là, surtout quand on est éleveur nomade, c'est un aspect vraiment très, très important hein, des mobilités. Dans ce cas-là, on va dans la montagne ou alors on va vers le nord quand on est en vallée. Donc, c'est ça le principe du déplacement saisonnier. La distance du déplacement saisonnier, à l'époque, peut-être si on réfléchit à une époque qui serait moins 800, moins 1000 avant notre ère, mais je veux dire, si vous regardez l'époque actuelle également, c'est des distances très variées en fonction des régions. Il y a des nomades qui se déplacent sur 5 km. C'est leur campement d'été ou leur campement d'hiver. Il a 5 km de distance. Il y a des nomades qui font 200 km. Et ça a toujours été un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un résumé. Ça, ce serait un cycle de conférences entier sur le pastoralisme nomade et comment les nomades se déplacent. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a ce déplacement en fonction des saisons, cette flexibilité, cette adaptabilité qui est importante. Alors par contre, ce qui est très spécifique aux Mongols et disons aux nomades de l'Est de la steppe, c'est ce qu'on appelle un élevage de troupeaux mêlés, on les appelle les 5 herbivores. Donc il n'y a pas que les chevaux. Alors moi aujourd'hui, je vais me focaliser sur les chevaux. Mais pensez que les chevaux, en réalité, il ne faut pas les imaginer seuls, isolés des autres animaux. Dans le cadre mongol, ils sont élevés en troupeaux avec les moutons, avec les chèvres, avec les bœufs, avec les chameaux. Et là, je ne l'ai pas mentionné sur ma diapo, mais avec les yaks aussi, dans certaines régions. Donc, c'est une forme d'élevage très complexe et qui a des particularités et qui est toujours pratiquée aujourd'hui. Enfin, nous, sur quoi on va se focaliser aujourd'hui, ce sont plutôt plutôt que sur l'élevage, etc., ça va être les cavaliers, parce que j'ai envie de parler d'empire, hein, vous allez voir pourquoi. Si on réfléchit et qu'on regarde les sources et qu'on essaie de dater l'apparition des cavaliers guerriers dans l'espace de la steppe de l'Est, de l'Eurasie, alors on va tomber sur une période qu'on appelle l'âge du bronze, qui est une période assez vaste sur le plan chronologique, mais qui commencerait autour de 2500 environ avant notre ère. Et en fait, nos traces vraiment, quand on se focalise plus encore sur la Mongolie, ça va être le premier millénaire avant notre ère, autour de 800 avant notre ère, voilà. Et je ne vais pas employer des termes que vous connaissez, je pense, mais vous avez sans doute tous entendu parler des Scythes. Ben, les Scythes, c'est à peu près cette période-là. C'est le premier millénaire avant notre ère, c'est autour de 800, 1800, 1000 ou 800 avant notre ère. On parle de Scythes dans des sources donc plus occidentales. C'est la période qui nous intéresse et où là, on commence à avoir des sources sur non seulement la domestication du cheval, mais l'utilisation du cheval comme moyen de locomotion pour des cavaliers. Alors, la première culture, parce qu'on ne va pas parler d'empire encore, elle est appelée dans l'historiographie par les historiens, notamment russophones, la culture pazyrique. En fait, cette culture pazyrique, elle correspond à une zone, c'est une vallée, hein, la vallée pazyrique, on dit comme ça en russe, mais ça correspond à une zone qui est un peu au niveau de l'Altaï, donc c'est entre la Mongolie aujourd'hui, la Mongolie, la Sibérie, le Kirghizistan et un peu le Kazakhstan. Donc cette zone-là, c'est une zone très riche, très froide aussi, et qui a conservé un certain nombre de sépultures dans ce qu'on appelle le permafrost. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces conditions de préservation par le froid des sépultures, mais qui a permis de préserver des objets, des corps, en fait des corps momifiés. Et donc, il nous donne beaucoup d'informations
sur une période qui est voilà, celle du premier millénaire avant notre ère. Alors, dans cette culture pasyrique, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre d'abord qu'il y a un certain nombre d'artefacts, d'objets fabriqués par les sociétés de l'époque qui sont liés à l'harnachement du cheval et qui montrent une réelle domestication qui va vers, au-delà du chariot, qui va vers l'idée de monter à cheval. Je vais vous en montrer quelques exemples dans un instant. On a des selles qui ont été conservées, des selles souples, qui montrent que selles souples, ça montre qu'on va monter le cheval sur une certaine durée. Voilà. Et enfin, on voit également le fait que, là vous voyez une peinture rupestre de cette période, associée à cette culture, que il y a sûrement des rangs sociaux qui se créent autour de la maîtrise du cheval. C'est-à-dire tout le monde n'a pas le droit de posséder un cheval. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver tout le temps à la période médiévale, après aussi. Tout le monde n'a pas le droit de monter à cheval. Posséder un cheval, se montrer à cheval dans une société, ça veut dire avoir un certain rang social. Donc ça, c'est des éléments importants sur lesquels on va réfléchir ensemble. Alors, j'ai essayé dans cette conférence de vous montrer un maximum de documents aussi. J'ai pensé que ça a été intéressant aussi pour vous de voir, donc, pour cette culture pasyrique, par exemple, le type d'éléments qu'on trouve dans les tombes. Vous voyez là, des éléments qui sont en fer et en bronze. Alors, le bronze est plus facile à fabriquer, entre guillemets, on peut en reparler après dans le temps des questions, que le fer. Mais là, on trouve déjà à cette époque, dans ces tombes, qui sont difficiles à dater, mais en gros entre 6e et 3e siècle avant notre ère, des éléments d'harnachement qui sont non seulement en bronze, mais aussi en fer, et qui montrent l'investissement et le travail aussi des artisans autour du cheval. Le premier empire, qu'on dit empire nomade, c'est-à-dire, en tout cas, au moins, alors on peut reparler après ensemble de qu'est-ce que ça veut dire empire nomade, mais disons un empire mené par des dirigeants qui peuvent construire et investir dans des villes, mais qui ne vont pas y stationner, qui ne vont pas y vivre, et qui vont continuer à vivre en éleveurs et à se déplacer selon les saisons. C'est l'empire Xiongnu. Alors on le dit Xiongnu, Runu en mongol, Xiongnu en européen, anglais et français, allemand, italien. Mais vous connaissez peut-être le terme de Han, les Han. Voilà, le terme de Han, il vient de ce mot Xiongnu, Runu. C'est un empire qui se forme, on pense, autour du IIIe siècle avant Jésus-Christ, IIIe siècle avant notre ère, qui va durer jusqu'au IIe siècle après. Donc c'est vraiment un empire totalement contemporain de l'Empire romain, qui a laissé énormément de traces, dans des traces principalement archéologiques, mais également quelques écrits. Et on a retrouvé donc des sépultures extrêmement riches, extrêmement intéressantes, dans lesquelles on trouve des éléments liés à l'équipement du cheval, et on voit l'évolution de l'équipement du cheval à l'époque. Et on trouve que cet équipement du cheval prend une forme un peu classique, entre guillemets. Donc vous voyez là des branches de mors qui sont fabriquées, alors pas forcément en bronze et en fer, parfois en os, mais de plus en plus en fer, avec des formes qui ressemblent presque aux mors qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui est aussi intéressant à cette époque de l'Empire Xiongnu, qui est vraiment le grand prédécesseur de l'Empire mongol, c'est le fait que ce qu'ils produisent, quand ça concerne l'harnachement du cheval, c'est une production quasi de masse qu'on va retrouver dans toute l'Asie centrale. Dans plein de sépultures différentes, on va trouver le même type de production. Donc ça, c'est aussi quelque chose de tout à fait nouveau et qui montre aussi l'importance que prend le cheval dans tout cet espace. On va trouver aussi dans les sépultures de cette période des éléments qui montrent un travail extrêmement ornementé, des harnachements pour les chevaux, en particulier une utilisation de l'or et de l'argent. Pour l'équipement du cheval, alors là ce serait un équipement lié aux croupières, mais ça peut être aussi des équipements liés à d'autres parties aussi qui décoraient les chevaux. Donc en fait, ce qu'on pense, c'est que les chevaux étaient entièrement recouverts, déguisés, décorés d'armures faites d'or et d'argent. Et dans un instant, je vais revenir sur ce point parce que c'est pas, ça nous dit quelque chose de la spiritualité aussi de ces sociétés. Alors, sur cette, sur cet objet, vous devinez peut-être une sorte de dragon, de créature mythologique,
Mais je vous en montrer d'autres qu'on a trouvés dans les tombes de cette époque, où on voit un peu plus clairement ce que vous pouvez reconnaître comme ce qu'on appelle, nous, en français, une licorne, qui apparaît autour du premier, deuxième siècle avant notre ère. Alors c'est intéressant parce que la licorne, nous on l'associe, donc c'est un animal mythologique qu'on associe au cheval assez facilement dans la culture occidentale. Or en réalité, probablement, dans les cultures de la steppe, on devrait plus l'associer au bouquetin et en particulier à l'ibex, qui de profil ressemble beaucoup à une licorne. D'autant que les dessins de licorne, gravures de licorne, sont représentés avec des barbichettes en plus, donc ça nous donne plus une image de l'ibex. Mais, là où je veux en venir, en fait, ces chevaux représentés, décorés, avec ces éléments un peu mythologiques, magiques, sont en réalité des créatures qui sont un peu des créatures nouvelles, inventées par les hommes, et qui sont à la frontière du monde domestique et du monde sauvage des animaux. Et quand les chevaux étaient grimés presque en animaux d'une mythologie sur laquelle on a peu d'informations, il était finalement question aussi beaucoup d'une spiritualité ou d'un monde de l'au-delà, et pas seulement d'une description ethnographique du monde que vivaient, du monde contemporain de ces sociétés. Et ce qui est assez frappant pour nous quand on travaille sur les objets de cette époque, et jusqu'à la période du XIIIe siècle de l'Empire mongol, c'est de voir à quel point les hommes de l'époque déguisaient leurs chevaux. Et donc il ne s'agissait pas seulement de chevaux avec des armures pour la parade militaire, il s'agissait de les transformer en quelque chose d'autre, et ça nous dit quelque chose de leur rapport au monde de l'au-delà, et aussi du rapport très frontal qu'ils avaient au monde sauvage des animaux, quelque chose qu'aujourd'hui on a peut-être du mal à se représenter, mais qui pour eux, dans le cadre de chasse aussi, était quelque chose de l'ordre du quotidien et qui les impressionnait énormément. Alors, je vous ai parlé de cet empire des Huns. Il y a un autre empire très connu qui a précédé les Mongols dans cette région de la Mongolie actuelle, c'est l'empire turc. Alors nous, les Turcs, on les associe à l'Anatolie, on les associe à l'Empire ottoman, mais bien avant l'Anatolie et l'Empire ottoman, les Turcs viennent de l'Altaï, viennent de ces régions dont je vous parle, de l'est de la steppe. On les appelle turcs, on les appelle Gökturk, ça veut dire turc bleu, ou turc céleste aussi. Et ils ont régné avant les Mongols sur le même espace, dans une période qui va en gros du 6e au 8e siècle. Alors, je vais vous montrer quelques éléments liés à des sépultures qui ont été découvertes dans ces régions, quand c'est associé aux chevaux, parce que c'est souvent un des éléments forts. Ce n'est pas le seul élément qu'on retrouve dans les tombes, mais c'est un des éléments forts. Donc, vous voyez par exemple cette tombe-là, très connue, qu'on appelle la tombe Shurunbumbagar, qui est vraiment à l'ouest de la capitale de la Mongolie actuelle, vers l'Altaï, donc vraiment plutôt à l'ouest, à l'ouest de la Mongolie. C'est une tombe qui est très profonde, 7,5 mètres de profondeur, 42 mètres de long, donc c'est vraiment un travail fait pour... C'est une tombe d'élite, même si on ne sait pas exactement qui est enterré là. Un Turc, mais on n'en sait pas plus. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette tombe? Des représentations des peintures rupestres d'hommes associés à des chevaux. Donc vous en voyez une représentation là. Des statuettes aussi en terre cuite, qui sont là pour défendre, sans doute, les défunts, et puis aussi pour montrer son statut social. Et alors nous, ça nous intéresse quand on est historien et qu'on s'intéresse et qu'on veut se documenter sur l'harnachement et l'évolution de l'harnachement des chevaux, parce que, je vous montre une autre paroi, parce qu'on voit de manière quand même assez précise la selle, les étriers, le mors, et puis cette association de l'homme et du cheval dans la mort, qui est quelque chose qui va revenir beaucoup jusqu'au XIVe, XVe siècle.
Donc ça fait partie de nos sources. Cette tombe, elle a été découverte, dans mon souvenir, vers 2011, donc c'est assez récent. On ne peut plus la visiter aujourd'hui, c'est un peu comme les tombes égyptiennes, vous savez, de la vallée des rois, c'est très fragile, mais il y a des reconstitutions, ou même les grottes de Lascaux, on visite maintenant des reconstitutions de ces peintures rupestres, mais ce sont des mines d'or, hein, pour nous, pour comprendre les rapports entre ces sociétés et la mort et les animaux. Alors, d'autres sépultures existent à cette époque. On les appelle les sépultures Gökturk, donc les sépultures des Turcs célestes. En fait, elles couvrent un territoire assez grand, ce type de sépulture. Elles couvrent un territoire qui va largement jusqu'au-delà du Kyrgyzstan actuel, donc qui couvre la Mongolie et l'Asie centrale. Mais elles sont très intéressantes pour nous dans notre thématique aujourd'hui parce qu'on y trouve des chevaux entiers enterrés à côté des défunts. Et donc, je vous en montrais une photo faite par des collègues archéologues récemment. C'est très impressionnant. Vous avez en fait côte à côte les deux corps, le corps de l'homme ou de la femme et le corps du cheval. Parfois, c'est plusieurs chevaux sont enterrés parallèlement. Ils sont séparés, donc c'est très organisé dans la tombe. Hein. C'est pas du tout comme une fosse, hein, du tout. Du côté de l'homme, il y a les objets qu'il utilisait ou qui le représentent dans son statut social. Et puis, du côté du cheval, de la même manière, il y a les éléments qui sont associés à son harnachement, ses étriers, éventuellement son mors, etc. Et tout ce qui concerne son équipement. Ces tombes-là intéressent beaucoup les chercheurs aussi parce qu'encore une fois, elle défie un peu les frontières qu'on imagine Mongolie, Asie centrale. Aujourd'hui, on a une carte du monde avec des frontières un peu strictes. Or, ce type de sépulture existe sur un très large périmètre régional. Donc, ça montre une spiritualité commune ou des pratiques communes, donc qui dateraient d'une période qui va du 7e, 8e jusqu'au peut-être au 10e siècle, après Jésus-Christ, après notre ère. Alors, maintenant, je vais terminer mon exposé sur l'Empire mongol, mais je voulais vraiment que vous sachiez quel était son héritage. Vous voyez, l'Empire mongol, c'est le petit dernier de tous ces grands empires nomades et ces grands empires des steppes, et montrer aussi quelles sont les transformations sous les Mongols. Alors, l'un des buts du fondateur de cet empire mongol, qu'on appelle Genghis Khan, Gengis Khan en français, c'est vraiment d'unifier les nomades de la steppe. C'est une unification politique, et ce qui l'intéresse, c'est pas du tout d'aller conquérir toutes les villes de Chine, d'Asie centrale, etc., même si ça va faire partie de ses réussites. C'est vraiment de dominer les nomades, parce que pour lui, la force vive d'un monde, c'est la force nomade. Alors, dans le cadre de ces conquêtes, qui commencent sous Genghis Khan autour de 1206-1207, et qui vont durer tout au long du XIIIe siècle, sous ses fils, sous ses petits-fils, donc presque jusqu'à la fin du XIIIe siècle, on sait que, évidemment, ce qui identifie cette armée, c'est les cavaliers, c'est la cavalerie. C'est un peu l'âme de cette armée, même si on en parlait en détail, il y a d'autres aspects importants qui ont constitué cette armée. Mais bon, c'est une armée en tout cas qui est mobile, qui est rapide, et qui se caractérise par un rapport très fort entre le cavalier et son cheval, une certaine harmonie entre le guerrier et son destrier. Alors cette harmonie, elle est concrétisée par des éléments concrets d'harnachement qui permettent au cavalier d'être confortable sur le cheval, et qui lui permettent aussi de maîtriser son cheval de la meilleure manière possible. Encore une fois, quand on est historien, on va aller se tourner vers les découvertes des archéologues concernant cet équipement. Qu'est-ce qu'on découvre dans certaines tombes intactes qui sont peu nombreuses? Par exemple, dans celle-ci, on a donc, c'est un homme, un guerrier, sans doute quelqu'un qui n'est pas de l'élite, un guerrier simple. Hein. Il est dans un cercueil de bois. Cette tombe-là, elle est dans une roche, dans une cavité rocheuse. Elle a étudié depuis 2001. Et qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve l'équipement du guerrier, l'arc, les flèches, l'équipement classique du guerrier mongol, le carquois, qui est en liège. On y trouve aussi un sabre en fer, dans un étui en cuir toujours très important, qui reviendra beaucoup, donc, qui est lié à l'élevage, et c'est souvent le cuir de cheval. Et des pièces de harnachement, c'est là où je voudrais attirer votre attention, une selle qui est posée comme un oreiller sous la tête du défunt,
une paire d'étriers en fer, un mort en fer qui a une forme intéressante qu'on va retrouver par la suite. On appelle ça la forme en S. Là, vous voyez assez bien sur la photo ce dessin, là, cette forme du mort, qu'on appelle le mort en S. Et aussi un fouet qui est fait d'une branche en saule qui a été conservée. Alors, on a très rarement, mais ça arrive, des conservations d'éléments en bois grâce au froid, grâce aux fouilles archéologiques dans le nord de la Mongolie. Et on a même un élément de lanière en cuir qui a été conservé associé au fouet. Alors, ça pourrait être un fouet, ça pourrait peut-être également être un lasso. Là, je vous montre une photo contemporaine où on voit, c'est encore des pratiques qui se font aujourd'hui en Mongolie, l'éleveur qui, là, alors, a son lasso qui est fait d'une branche de bois avec une lanière en cuir pour attraper le poulain qu'il va dresser. C'est aussi ce type d'équipement qu'on trouve déjà dans les tombes anciennes, les lassos ou les fouets. Voilà, donc on les voit encore aujourd'hui utilisés. Je reviendrai tout à l'heure à la fin de mon exposé sur la question de la tradition. Est-ce que c'est encore pareil aujourd'hui en Mongolie qu'à l'époque? Autre tombe, c'est le deuxième exemple que je voulais vous donner. C'est une tombe aussi rupestre, donc encore une fois dans la montagne. Celle-ci, elle a été trouvée et étudiée à partir de 2005. Elle a été pillée, mais il restait des objets intéressants. Donc, cette tombe-là, elle est intéressante pour le travail sur la selle. On y trouve une selle en cuir. Donc, on a vu que les selles existaient déjà avant les Mongols, avant le XIIIe siècle. Mais celle-ci, elle a un siège particulièrement large. Elle a une forme différente. Et les chercheurs ont déterminé que, en fait, le cuir avait été posé. Donc, en fait, l'armature est en bois et le cuir avait été posé sur le bois alors qu'il était encore frais et modelé sur le bois lui-même pour faire en sorte qu'il épouse le bois de la meilleure manière possible. Et donc, on a un souci de confort. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire monter le cheval pendant des heures et des heures, en gros. C'est le confort du cavalier. Qui prime. Et donc ça, c'est des éléments intéressants. Encore une fois, cette tombe-là, ce n'est pas une tombe peut-être de l'élite, on pense une tombe d'un guerrier ou d'un éleveur, d'un statut social peut-être bas ou tout à fait modeste. Alors, en ce qui concerne les conquêtes mongoles, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ils ont traversé une grande partie de l'Eurasie. Il y a quelques éléments sur lesquels je vais insister pour le bien de notre échange aujourd'hui. En particulier, ce qui va m'intéresser, c'est l'utilisation du cheval dans des circonstances qui peut-être vont vous surprendre, c'est-à-dire en particulier dans la traversée des cours d'eau. En fait, en Eurasie centrale, certes, il n'y a pas de mer à traverser. Les Mongols ont essayé de créer des flottes plus tard et n'ont pas été pas très bien réussi de ce côté-là, mais par contre, ils ont été exceptionnels dans leur manière de traverser les cours d'eau, et des cours d'eau qui ont parfois une largeur impressionnante. Je ne sais pas si vous avez déjà vu en été l'Irtych au Kazakhstan, la Volga en Russie, le Don en Ukraine, le Danube. Si vous les traversez quand ils ne sont pas gelés, c'est une sacrée expérience, surtout si vous traversez avec les animaux. Et dans les sources, alors là, on va se tourner vers les sources écrites, on a des descriptions très intéressantes de la manière avec laquelle les Mongols ont utilisé les chevaux pour réussir à traverser ces fleuves qui étaient comme des barrières pour eux dans le cadre de leur conquête. Donc là, je vais citer un auteur témoin des conquêtes mongoles qui a écrit en arabe, Ibn al-Asir, qui est d'origine kurde, qui est dans la région qui correspond plus ou moins à l'Irak actuel, au début du XIIIe siècle. Et il a été cité en introduction par mon collègue. Mais c'est un auteur qui est vraiment intéressant pour nous parce qu'il est très étonné. Il voit les Mongols arriver, il les décrit avec des éléments un peu ethnologiques qui, du coup, pour nous, sont des éléments de source. Alors, je vous le lis. Il nous dit, ouais, voilà, les Mongols construisirent ce qui ressemblait à de grands bacs en bois, recouverts de peau de bœuf, pour les rendre imperméables. Ils y placèrent leurs armes et leurs effets personnels et poussèrent leurs chevaux dans l'eau, s'accrochant à leur queue, les bacs en bois attachés à leur propre corps. Ainsi, chaque cheval traînait un homme et chaque homme traînait un bac rempli d'armes et de diverses choses. Tous traversèrent d'un seul bloc, et quand le Khorezm Shah, donc le sultan du Khorezm, Mohammed, entendit parler d'eux, pour la première fois, il se trouvait déjà sur son territoire.
Et on a d'autres descriptions comme ça, très précises, de la manière avec laquelle les guerriers mongols dans les armées utilisaient les chevaux, eux-mêmes ne sachant pas nager, pour traverser des fleuves en Asie centrale. Donc ça, c'est le cheval comme bateau, un élément que je trouve assez important et intéressant, qui nous permet de comprendre l'utilité du cheval dans le cas des conquêtes. Il y a aussi autre chose qui revient, et ça, c'est un extrait que vous avez cité, c'est celui des chevaux mongols dits autosuffisants. Donc là, je vais encore parler d'Ibn al-Asir, mais en réalité, on a des descriptions qui nous viennent de voyageurs occidentaux qui sont tout à fait équivalentes. Alors voici ce qu'Ibn al-Asir nous dit. Les Tatars, donc ce sont les Mongols, n'ont pas besoin d'approvisionnement en denrées alimentaires. Leurs moutons, bovins, chevaux, donc encore une fois, vous voyez tous ces troupeaux mélangés. Hein. Ça, c'était les Mongols partant en conquête avec tous leurs troupeaux qui sont mêlés. Et autres bêtes de somme les accompagnent. Ils consomment leur chair et rien d'autre. Les animaux qu'ils chevauchent creusent la terre avec leurs sabots et mangent les racines des plantes. Ils ne connaissent pas l'orge. Ainsi, lorsqu'ils établissent un camp, ils n'ont besoin de rien venant de l'extérieur. Donc, même si, par ailleurs, on sait qu'il peut y avoir des éléments d'exagération dans l'autosuffisance de ces armées mongoles, on sait qu'ils allaient demander aussi des surplus dans les villages, néanmoins, on sait également que la caractéristique du petit cheval mongol, c'est qu'il sait aller chercher sa nourriture lui-même en hiver. Et que dans des circonstances rudes, même dans des lieux nouveaux pour lui, c'est un animal qui a cette intelligence de ne pas aller vers son maître pour demander du fourrage, mais d'aller chercher par lui-même. Et ça, c'est noté par les voyageurs et ceux qui ont été témoins de l'avancée des Mongols. Alors, pour terminer cet exposé, mon idée, c'est pas vous parler que des conquêtes, mais de vous parler aussi de la gouvernance à cheval. C'est-à-dire que, vous savez, il y a cette idée contre laquelle je me suis opposée, parce que c'est ce que je voyais dans les sources, que les nomades, les Mongols, les Huns, les Scythes, très bien, eux, ils font des grandes conquêtes à cheval, mais alors quand il s'agit d'organiser, plus besoin du cheval, là, il se passe autre chose, c'est l'œuvre des sédentaires, etc. Or, en fait, les Mongols et leurs prédécesseurs vont avoir des techniques pour, au contraire, se servir de la mobilité que leur apporte le cheval pour administrer leur empire. Et donc, ils vont créer un système qu'on appelle le yam. Aujourd'hui, en mongol, on dit ur-2. C'est un système qui est une sorte de poste à cheval. Parfois, pour mes étudiants qui connaissent plutôt le monde atlantique, je leur parle du Pony Express, c'est un peu pareil. Mais c'est un système qui a plusieurs facettes. C'est-à-dire que, en gros, l'idée, c'est d'avoir des postes sur 30 km de distance, une journée de distance à cheval, sur l'ensemble de l'Empire, pour qu'on puisse communiquer, pour qu'on puisse transporter éventuellement des marchandises, pour qu'on puisse aussi approvisionner des villes ou des campements, donc pour quadriller l'Empire, en fait. Hein, voilà. Et ce système, il est vraiment fondé sur le cheval, parce que dans tous ces petits postes que vous trouvez tous les 30 km, il y a des chevaux frais, normalement, auxquels vous avez droit, que vous pouvez échanger contre vos chevaux fatigués. Ces chevaux, ils sont apportés par les communautés locales, donc il y a tout un système d'économie locale, c'est une sorte de taxe locale. Hein. Quand vous êtes dans l'Empire mongol, vous devez fournir des chevaux frais au yam. Voilà. Et ce qui est aussi intéressant, là on le voit dans les sources aussi écrites, c'est que les Mongols distinguent très très bien les différents types de chevaux qu'il faut apporter dans ces postes de yam. Il faut des chevaux de bas parce qu'il faut des chevaux lourds qui sont capables de porter des charges importantes, mais il faut des chevaux rapides quand il s'agit de messagers officiels qui peuvent aller très vite sur de courtes distances. Donc on a aussi même toute une énumération du type d'équidés nécessaires pour communiquer dans le cadre de ce yam. Les Mongols, dans le cadre de ce système aussi, vont inventer des sortes de plaquettes en métal, comme vous voyez ici, qui ont été retrouvées par les archéologues, qui vous permettent d'accéder au yam, parce que tout le monde n'a pas le droit d'accéder au yam. Parce que si vous êtes un modeste Pékin, il est clair qu'on vous chassera tout de suite. Par contre, si vous êtes un officiel et que vous pouvez le prouver, vous montrez une plaquette comme celle-ci, qui est émise par les cours mongols, c'est une sorte de passeport diplomatique, en quelque sorte, et vous aurez droit donc à des chevaux frais, aussi au gîte, à une protection, etc., dans le cadre du yam. Dans les iconographies de l'époque, on les voit, ces plaquettes, et on voit représenter les Mongols dans le cadre du yam, du système des postales. Là, si vous voyez le cavalier central, c'est un officiel. Derrière lui, il y a un personnage, et si vous regardez bien, donc c'est là tout en haut, donc si vous êtes, voilà, je suis comme vous, tout en haut à droite, c'est un personnage, il a quelque chose dans la main,
En fait, c'est une plaquette, hein, on appelle ça un baïsa, c'est ça, c'est cette tablette qui donne accès au yam pour changer le chevaux, etc., etc. Voilà. Alors, pour terminer, je vous ai parlé de la gouvernance, je vous ai parlé des conquêtes, mais il faut aussi parler des festivités. Qu'est-ce qui fait corps social? C'est très important. Et le cheval aide à faire corps social autour d'une chose qu'on pourrait appeler, moi j'appelle ça dans mes ouvrages, le festival du Koumis ou le festival de l'Aïrak. Qu'est-ce que c'est le Koumis ou l'Aïrak? C'est le lait de jument fermenté. En fait, les Mongols sont dans l'activité, et notamment dans la guerre, pendant la période hivernale. Ce sont des éleveurs. Ça veut dire qu'à partir du printemps, il faut quand même calmer les troupeaux, il faut s'arrêter, parce que c'est le moment où les juments vont mettre bas, c'est le moment de la lactation, c'est un moment où on ne peut pas emmener les juments et les poulains à l'autre bout du monde. Donc on se calme à partir du printemps et pendant tout l'été, avant de reprendre les conquêtes dès septembre-octobre. Cette période-là, c'est aussi une grande période que les Mongols vont utiliser pour les rencontres, et les rencontres politiques, pour les assemblées. C'est le moment des assemblées. C'est le moment où on dit, vous venez tous à la cour, ou d'où que vous soyez dans l'Empire, venez, et la boisson qui circule à ce moment-là, ce qui fait fête, c'est ce qu'on appelle donc l'Aïrak ou le Koumis en turc. C'est donc le lait de jument fermenté, donc un lait de jument qui est travaillé pendant des heures pour obtenir une forme de boisson alors, légèrement alcoolisée, mais qui est aussi très favorable aux gens qui sont intolérants au lactose, qui est une forme de yaourt aussi, et qui a beaucoup de bienfaits. Bon, aujourd'hui, c'est bien connu. Et c'est toujours produit en Asie centrale et en Mongolie. Et donc, ce moment du festival du Koumis, il est décrit dans les sources par les voyageurs, notamment les voyageurs occidentaux. Alors, il y en a un qui est très connu, si toute cette période de l'Empire mongol vous plaît, il faut le lire. Hein, il s'appelle Guillaume de Rubruck. J'en parle là dans ma diapositive. C'est un franciscain qui a été jusqu'à Karakorum, jusqu'à la cour du grand khan mongol. Et lui, il nous raconte cette histoire du lait fermenté qui est distribué à la cour. Et il dit, dans la grande période de juin 1254, autour de la célébration du nouveau grand souverain, grand khan, qui s'appelait Monké, eh bien, il y avait 500 charrettes et 90 chevaux chargés de lait de jument qui venaient tous les 5 jours à la cour pour nourrir les gens, et ils buvaient sans cesse cette boisson. Juste petit aparté en tant qu'historienne, moi j'avais noté tout ce qu'avait dit Guillaume de Rubruck, je l'avais mis dans mon livre, et puis j'avais aussi travaillé avec des collègues qui aujourd'hui dirigent une laiterie où on fabrique du lait de jument fermenté de manière industrielle en Normandie, en Mongolie. Et donc, j'avais noté quelle était la production typique d'une jument, etc., etc. Mais je me suis aussi retrouvée dans un contexte très différent, dans les yourtes, dans la tente, avec les Mongols qui produisaient le lait de jument fermenté. Et je me suis rendu compte qu'une production artisanale n'avait rien à voir avec une production industrielle, était probablement inférieure aussi à ce que décrit Guillaume de Rubruck pour la cour, et demandait un travail considérable, notamment de la part des éleveurs et des femmes, parce que c'est elles qui sont en charge de la traite des juments, comme vous voyez sur cette image qui date de 1962, mais ça c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est la femme, l'homme tient le cheval, apporte le poulain pour faire venir le lait, et c'est la femme qui traite la jument, et cette traite, elle se fait, c'est des toutes petites séquences, 5, 6 à 7 fois par jour. À chaque fois, elle obtient environ 200 millilitres, enfin ça dépend, etc. Donc voilà, il faut, nous historiens aussi, qu'on travaille en réfléchissant à la réalité de ce que ça pouvait être. Voilà. Et donc, pour terminer, je voulais vous dire quelques mots encore des dernières découvertes en Mongolie autour des sépultures des chevaux. En Mongolie, on continue au XIIIe, XIVe siècle à mourir avec son cheval. Et quand on découvre, il y en a très peu, des tombes d'élite liées à la famille de Genghis Khan, du fondateur mongol, et qu'on voit qu'est-ce qui est associé au cheval, on y découvre des éléments d'harnachement extrêmement décorés, du bois recouvert d'or ou plaqué en argent, qui peuvent être associés à des tombes d'hommes et des tombes de femmes. Ce n'est pas du tout associé aux hommes. C'était un dernier élément que je voulais préciser. On trouve également des selles très particulières. Vous voyez sur celle-ci, en fait, toutes ces petites alvéoles sont faites avec une sorte d'ivoire qui est en fait de l'ivoire de dents de cheval.
et collé avec une sorte de colle qu'ils ont, me demandez pas comment, qu'ils ont fabriqué à partir aussi du cheval. Donc voilà, tout ce qui vient du cheval permet de fabriquer un nombre d'objets extraordinaires. Donc voilà, pour terminer sur le cheval, dans le cadre mongol, l'idée, c'est vraiment d'aller vers... on arrive à vraiment un paroxysme de l'harnachement dans son luxe, dans son confort aussi. Et je ne l'ai pas précisé, mais c'est un confort qui va dans le sens du cavalier, mais qui va aussi dans le sens de l'animal. On protège l'animal des blessures. Voilà. Et je pense que c'est ce qui caractérise voilà, tous les objets et les peintures qu'on a redécouvertes qui datent de la période mongole. Et je terminerai sur cette diapositive que je trouve très, très belle, où on voit ces tuniques créées pour les Mongols au XIVe siècle. Et vous voyez là, vous voyez, ben non, je ne peux pas vous montrer avec la souris. En fait, sur la tunique, au XIVe siècle, ça c'est complètement nouveau. Vous voyez une espèce de ceinture. Vous voyez sur le dessin, si vous regardez bien, les personnages, les hommes sur leur delle, sur leur tunique, ils ont une espèce de ceinture. Et là, vous le voyez bien sur cette robe d'élite qui est conservée à Copenhague aujourd'hui. Cette ceinture, elle est faite parce que les hommes et les femmes avaient mal au dos à cheval, à force d'être à cheval. Donc, on constituait aussi des vêtements adaptés pour l'élite. Voilà. Donc, je voulais terminer là-dessus. Excusez-moi si j'étais un peu longue. Voilà. Je ne me suis jamais senti aussi coupable qu'aujourd'hui à demander à un intervenant et à une intervenante de faire un peu plus vite parce que le temps était en train de terminer. On aurait pu vous écouter pendant des heures, c'était passionnant. Et du coup, peut-être on laisse la parole à quelqu'un pour quelques questions du public. Voilà, ici. Et nous vous rappelons de bien attendre d'avoir le micro devant votre bouche pour vous exprimer, s'il vous plaît. Non. Je vous donne le mien. Bonjour. Ou le mien, peut-être. Ah, celui-là fonctionne. Ça va ? Allez, gardez-le. Merci. Ça ne va pas être très long. Merci beaucoup pour votre exposé. Je voulais, personnellement, depuis jeune adulte, même peut-être jusqu'à maintenant, j'avais toujours un appel de traverser la Mongolie à cheval. Je ne sais pas si c'est une mémoire ou quoi, mais bon. Alors, je voulais savoir ce qui vous avait amené à faire ces études, de quelle façon vous étiez arrivé là. Merci. Alors, en fait, de mon côté, je connaissais rien de la Mongolie. Et j'ai découvert tout ça vraiment en faisant mes études d'histoire. Quand j'étais déjà une étudiante en licence, et après la licence, il fallait choisir le master, le sujet de recherche, le premier sujet de recherche. Et j'ai un enseignant qui nous a, à ce moment-là, parlé de l'Empire mongol. Il était d'origine tchèque. Donc pour lui, c'était quelque chose qu'il connaissait. Et moi, je me disais, mais j'ai jamais entendu parler de cet empire. Et donc, quand j'ai vu la taille de l'empire, et voilà, je me suis passionnée pour la question. Et j'ai commencé à travailler sur le sujet. On m'a dit à l'époque, ah là là, il va y avoir peu de sources écrites, quand vous allez faire, vous êtes à Paris, etc. Alors, c'est vrai qu'il a fallu voyager, et c'est vrai qu'il me faut utiliser des sources non écrites, mais il y a aussi plein de sources écrites, donc il faut combiner. Mais finalement, j'ai trouvé que c'était un sujet d'une grande richesse, et aujourd'hui, vraiment, finalement, chaque année, je retrouve d'autres thématiques, et puis on est toute une équipe internationale aussi, donc c'est aussi très transnational, et ça, c'est important, je trouve, aujourd'hui dans nos travaux. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous voulez faire la Mongolie à cheval, c'est possible, et je vous le recommande 1000 fois. Et est-ce que vous avez traversé des parties de la Mongolie actuelle vous-même ? Oui, alors j'ai été dans plusieurs parties de la cheval ? Mongolie. Alors pas forcément à cheval, j'ai été parfois à cheval, mais parfois plutôt en voiture ou autre, ou à pied, ou en moto. Mais voilà, en tout cas, effectivement, oui, c'est important d'aller visiter. Et puis c'est une terre qui a été peu construite, donc sur le plan à la fois du travail sur les paysages, que moi je travaille beaucoup sur le landscape, paysage, etc. Donc pour cet aspect-là, c'est important d'aller là-bas. Et puis, les fouilles archéologiques sont extraordinaires. Et c'est un pays qui a quand même souffert de la période soviétique, a dû donner beaucoup au musée. Beaucoup de leurs plus beaux artefacts se trouvent à l'Ermitage. Mais
Il y a un renouveau de l'archéologie là-bas et ils découvrent chaque saison archéologique depuis maintenant 10-15 ans, produit de nouveaux objets. Donc ils peuvent construire un nouveau musée, se reconstruire une histoire nationale. Voilà. Et donc, moi, je soutiens beaucoup le travail des archéologues là-bas. Merci beaucoup, c'est extrêmement intéressant. Je suis en train de finir votre livre sur la Horde. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus? J'ai entendu parler qu'au fond, ils avançaient très vite et qu'ils dormaient presque sur les chevaux, mais est-ce que vous en savez plus? Est-ce que c'est vrai? Oui, alors c'est une question importante parce que cette histoire de la vitesse, en fait, ils sont surtout assez... ils planifient beaucoup. C'est-à-dire qu'ils partent pas... Alors, on a... contrairement à l'idée qu'on pourrait avoir comme ça, ils ne parlent pas du tout à l'aventure, que ce soit dans le cadre d'une migration saisonnière ou dans le cadre de conquête. Ils peuvent, si nécessaire, et si c'est très pressé pour un messager de transmettre un message, dormir quasiment sur le cheval ou rester des heures et des heures à cheval, c'est sûr. Maintenant, ils sont aussi très rationnels. Ils sont plutôt, quand ils construisent leur plan de campagne, ils prennent le temps. C'est doucement mais sûrement, on va arriver au but. Et ils ont des campements qui transportent, alors ça j'ai pas eu l'occasion d'en parler parce que là je me focalisais sur le cheval, mais ils transportent leur maison avec eux, ils transportent la tente, la yourte ou la guerre en mongol avec eux, et ils la transportent d'ailleurs souvent tirée sur des chariots. Et donc, ils ont une organisation qui n'a rien à voir avec l'organisation des armées occidentales qu'on peut reconnaître, où vous vous retrouvez avec des armées faites d'hommes séparés de leur famille, dans des conditions de misère extrême. Là, ce sont souvent des familles entières qui se déplacent, en fait, avec leur maison. Et le principe, finalement, des nomades, c'est d'essayer de regarder son confort et son environnement à la fois matériel et spirituel le plus possible avec lui. Donc l'idée, c'est pas de se trouver dans un... Même s'ils valent au loin, c'est d'avoir sa maison, c'est d'avoir sa famille, c'est d'avoir son organisation et de faire tout son possible pour maintenir ça dans un contexte environnemental et climatique changeant. La Mongolie, encore aujourd'hui, c'est la plus grande amplitude thermique du monde. C'est-à-dire que déjà à l'époque, et c'est encore le cas aujourd'hui, il peut faire plus 40 et moins 40 dans la même année. Les changements climatiques, ils avaient à faire face à ça déjà. Et ils ont développé, et c'est ça le nomadisme vraiment, c'est comment faire face d'une manière la plus, disons, pragmatique possible à des changements climatiques soudains et imprévisibles, en préservant ce qui est le plus important pour nous, notre maison, notre famille. Voilà. Donc c'est surtout ça, en fait, plus que la rapidité, même s'ils sont capables de rapidité quand il faut. Concernant la réputation de violence de ces hordes mongoles, j'avais lu quelque part, je crois que c'est sur Wikipédia, que Gengis Khan avait fait quelque chose comme 40 millions de morts, ce qui me paraît gigantesque. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions là-dessus? Parce qu'on a peine à croire, surtout au XIIIe siècle, 40 millions de personnes. Oui, ça c'est un peu les défauts de Wikipédia. Voilà. Donc en fait, plusieurs choses. Évidemment, il y a le cadre des conquêtes et de la guerre, et on sait qu'il y a eu des morts et des massacres. Difficiles à compter, vous savez, pour la période médiévale, pour nous c'est toujours très difficile, même si on souhaite vraiment de donner des chiffres parfois. Ce qui est sûr, c'est que ce qui était important pour Gengis Khan et ses successeurs, c'était d'avoir des populations, c'est les hommes et les femmes, c'est le peuple. C'est-à-dire que pour eux, les terres, c'est bien, mais enfin, s'il n'y a personne pour payer les taxes, pour les cultiver ou pour faire partie de l'armée, ça ne sert à rien. Donc, ce qu'ils essayent de faire le plus possible, c'est de trouver des systèmes pour intégrer les gens dans leurs armées. Donc, il est évident que tout ce qui est massacre de masse ne va pas dans le sens de cette logique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des scènes violentes réelles dans le cadre des conquêtes mongoles. Ensuite, on n'a pas de description, d'exemple clair de volonté d'éliminer des populations entières. Ça n'a pas beaucoup de sens à la période médiévale, je dois dire. C'est hélas quelque chose de très moderne, cette idée d'élimination comme ça. Voilà. Après, ce qui est aussi important, c'est de comprendre que... moi, je travaillais beaucoup sur qui peut devenir mongol. C'est-à-dire, vous êtes dans une ville, vous êtes intégré de force à l'Empire mongol. Quel est votre statut?
Est-ce que vous avez un statut d'esclave, par exemple? Quels sont les statuts des femmes, etc. Donc, nous, historiens, on essaie de travailler beaucoup aussi sur les difficultés sociales hein, qui ont pu connaître les sujets des Mongols à l'époque. Voilà. Mais on est dans une période qui est médiévale, qui est évidemment très très différente de la période contemporaine. Et les chiffres voilà, qu'on trouve sur Wikipédia, moi souvent j'ai envie de dire mais où est-ce que vous les avez trouvés aux gens qui ont écrit les articles? Parce qu'on n'a même pas les chiffres exacts des populations qui existaient à l'époque. Donc pour nous, c'est vraiment... voilà. Donc l'idée, c'est de dire, la violence existe, et en plus, elle est parfois revendiquée hein, par les souverains, éventuellement voilà, par les guerriers. J'ai tué tant d'hommes, je suis un grand guerrier. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qu'on voit dans le cadre mongol, dans le cadre viking, dans plein de cadres, dans le cadre des croisades ou autres. Hein. Mais par contre, c'est pas le but, c'est clairement pas le but hein, de la construction de l'Empire mongol. Et si je peux me permettre aussi, pour revenir à l'Empire Xiongnu que vous avez mentionné, on a la même situation avec les Han. Lorsqu'on parle des Han pour la destruction de l'Empire romain, en fait, on se trouve face à la même situation où d'un côté, en principe, les massacres qu'on nous raconte seraient injustifiables, comme ça, et puis on se rend compte que ça pouvait faire partie d'une guerre psychologique où les massacres étaient quand même plutôt montés dans le discours, mais peut-être pas aussi réels qu'on le pense aujourd'hui. Mais après, encore une fois, c'est la même situation. Est-ce qu'il y a encore des questions? On a le temps encore pour une brève question, on me dit. Mais pas oublier qu'il y a le moment ensuite, peut-être en haut pour... Comment? Peut-être pas oublier qu'il y a le moment signature pour davantage de Oui. questions pour les personnes qui auront pas On prend une brève question là-bas. Oui, ok, parfait. Dernièrement, je lisais un article de Simon Berger qui notamment parlait du système décimal. Et pour revenir avec le lien avec le cheval, est-ce qu'il présente un avantage, notamment dans l'utilisation de moyens équestres dans cette organisation militaire, qu'est le système décimal au sein de l'Empire mongol? Alors oui, donc le système décimal, c'est le système d'organisation de l'armée, et puis l'organisation sociale aussi sous Genghis Khan, hein, où vous avez voilà, des responsables, un responsable de 1000, qui est responsable pour 100, qui est responsable pour 10 personnes, etc. Et chaque homme doit apporter son propre équipement et ses chevaux, et sans doute plusieurs chevaux. Alors c'est vrai que j'ai pas le temps de décrire ça, mais un guerrier n'est pas seul avec son cheval, il en a plusieurs. Il a au moins 3 ou 4 chevaux avec lui pour pas fatiguer sa monture, et puis aussi parce que ça permet effectivement ou de manger ou voilà ou pour le lait, etc., etc. Donc il y a quand vous imaginez l'armée mongole, il faut vraiment l'imaginer en démultipliant, c'est-à-dire vous pensez le nombre de personnes, de guerriers, vous démultipliez par 3 ou 4 si vous pensez aux chevaux. Et en fait, il faudrait ajouter les chameaux, hein, qui étaient très importants. J'ai juste évoqué rapidement leur système en disant qu'il y a plusieurs troupeaux, mais les chameaux sont hyper importants dans le système mongol, dans le système guerrier aussi mongol. Donc voilà, donc il y a des études qui sont faites par mes collègues aussi sur ces questions d'organisation, qui expliquent les succès mongols de manière voilà, un peu approfondie, en se basant beaucoup sur les sources écrites aussi. Alors, merci à toutes et à tous pour avoir participé à cette conférence magnifique. Nous espérons que Marie Favreau reviendra un jour nous faire une autre conférence. Et maintenant, on vous invite pour la signature des livres en haut. Merci encore.